Alors, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les professeurs, chers amis enseignants, chers amis étudiants, chers amis de l'Institut catholique de Paris, je suis très heureux, en tant que recteur de notre université, d'accueillir ce soir le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, à l'occasion des 20 ans des Mardis de la mer. Cela fait donc 20 ans que ce cycle de conférences, maintenant très connu et très apprécié, a été inauguré à l'Institut catholique de Paris, qui, même si c'est l'Institut catholique de Paris, a une façade maritime, je tiens à le préciser, puisque vous savez que la Normandie notamment, et puis la Somme, donc ressortent de l'Institut catholique de Paris. Donc depuis le Mont-Saint-Michel jusqu'à la baie de Somme, tout ça, c'est la façade maritime de notre maison. Donc la mer ne nous est pas étrangère, et effectivement, elle a vraiment trouvé toute sa place dans notre maison. Ce cycle de conférences a été créé en 2004 à l'initiative de Christian Buchet, professeur à l'Institut catholique de Paris, et de M. Vallat, et de Eudes Riblier, président de l'Institut français de la mer. Pas tout à fait à l'origine. C'est Francis dès le départ. Et vous... le coupable de tout. Voilà, exactement. Je suis en tout cas très heureux vraiment de vous accueillir tous ce soir. Le pape François vient, vous savez d'ailleurs, de publier à nouveau une encyclique, Laudate Deum, sur la question écologique. Et on le sait, la mer est un lieu qui est vraiment tout à fait évidemment important sur ces questions, qui souffrent particulièrement du dérèglement climatique et où la pollution humaine se perçoit de manière très sensible. Peut-être pas à l'œil nu pour nous, mais en vérité, quand on connaît un peu la mer, on le voit très bien. Il ne nous est rien demandé, dit le pape, de plus qu'une certaine responsabilité face à l'héritage que nous laisserons de notre passage en ce monde. Voilà, je crois, une belle phrase à méditer. C'est sur cette phrase que j'ouvre cette conférence de ce soir et que je vous laisse la parole, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous, merci d'être là et très heureux de vous retrouver. Monsieur le ministre, bienvenue également dans cette maison. Vous êtes dans l'Université de sciences humaines, qui est probablement la plus en pointe au niveau de l'histoire maritime, puisqu'il y a nous sommes 8, une équipe de 8. Les étudiants d'histoire Sciences Po, d'histoire géographie peuvent suivre des cours d'histoire maritime jusqu'au doctorat. Et cette année, c'est plus de 400 étudiants donc, qui vont suivre des cours d'histoire maritime. Merci, Monseigneur, d'être là. Merci, Madame la doyenne. Merci pour votre soutien constant. De vous être souvenu que finalement, cette marine, elle a été créée autrefois par des amiraux et que parfois commandée par des chefs d'escadre. Merci, cher Francis Vallat, d'être là. Merci pour ton amitié. Tous ces bons moments passés ensemble à tisser nos Mardis de la mer, je crois pendant 7-8 ans, 13 ans maintenant avec Eudes. C'est un vif plaisir. 20 ans, alors nous fêterons nos 20 ans à la fin de l'année, le 2 avril précisément, avec un spectacle de Julia Duchossois qui s'est joué, je crois qu'on en a plus de 100 représentations au théâtre du Lucernaire, qui marche bien et qui donne même lieu à une bande dessinée. Tout a commencé en fait il y a un peu plus de 20 ans, c'était dans les années 95, il y avait une grande grève à l'époque, ce qui explique que l'amiral Louzeau, chef d'état-major de la marine à l'époque, était même venu en vélo, vous voyez. Il y a eu 5 colloques internationaux qui ont posé un peu les fondements de la maritimité dans cette maison. L'homme, la santé et la mer, le naufrage, sous la mer, le 6e continent, la mer, la France et l'Amérique latine, et puis un colloque, la puissance maritime. Tous ces colloques étaient en partenariat avec la Sorbonne, l'Ifremer et un certain nombre. Les Mardis de la mer, j'ai fait le compte, j'ai fait le compte, Francis, c'est 246 intervenants, sans compter cette année. Alors nous avons eu de nombreux ministres, Jean-Yves Le Drian à 3 reprises, Dominique Bussereau à plusieurs reprises, un ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, Jean-Louis Borloo, Monsieur Goulard, Annick Girardin, vous-même, et nous avons été même précurseurs puisque nous avons invité et eu Monsieur Blanquer, avant qu'il devienne ministre, il était venu en tant, Madame l'inspectrice générale, en tant que directeur général de l'enseignement scolaire. Nous avons eu également Mélenchon, je ne le mettais pas par les ministres, mais c'est vrai que de nombreux parlementaires, donc Mélenchon, passant par Bruno Retailleau et puis Sophie Panonacle récemment, de nombreux capitaines d'industrie, Philippe Louis Dreyfus, Laurent Castin l'année dernière, Pierre-Yves Poncelet
directeur général, président de Naval Group, Thierry Pelenco Technique et pourquoi pas chez eux d'un jour, bientôt, j'espère, Rodolphe Saadé. Ça serait bien. Et puis nous avons eu de nombreux ambassadeurs. Cette année, nous en aurons 2. Madame l'ambassadrice d'Australie, je suis heureux de saluer Madame la première secrétaire de l'ambassade d'Australie qui est ici ce soir. Nous avons eu l'ambassadeur de France, Jean de Glignasti, mais surtout l'ambassadeur du Portugal, d'Irlande, de Norvège. Cette année, donc la prochaine fois, Madame l'ambassadrice d'Australie et de Côte d'Ivoire quelque temps après. Nous avons eu bien d'autres personnalités, je dirais, avec des sensibilités différentes. On s'en citait tout le monde. Le grand et très regretté Jacques Perrin, Éric Orsena, Jean-Louis Etienne, bien évidemment. Alors j'aimerais marquer cette journée par un cadeau à 3 personnes qui comptent beaucoup. Monsieur le ministre, donc une bande dessinée, Le Monde du Silence Gold. Résultat de la signification, c'est le texte du spectacle qui sera joué. Et à eux de Riblier, le programme, les seuls que j'ai en ma possession, de l'ensemble de la collection des Mardis de la Mer avec la même enveloppe pour Francis Vallet. Il manque 3 sessions. Donc voilà, ça nous rappelle un peu, on fête nos 20 ans, excusez-nous, mais on le fêtera surtout ça le 2 avril. Merci donc à vous tous, merci aux étudiants de leur présence et de s'intéresser à la mer. Et vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à la mer. Et à travers la mer, c'est la géopolitique, c'est la géoéconomie des flux. Et je suis également heureux de saluer la Cité de la mer, car on n'est pas que... Dans l'amphi, c'est 405 personnes, donc l'amphi est plein. Mais il y a plus de 350 personnes qui sont en distanciel. Ça fait 4 jours que les inscriptions sont closes. Et il y a une nouveauté à la Cité de la Mer à Cherbourg, qui a été le monument préféré des Français l'an passé. Eh bien, il y a une retransmission qui commence à se faire. Et de façon générale, on pense que l'année prochaine, on pourra peut-être justement avoir un Mardi de la Mer qui... Bien sûr, on serait toujours ici, mais avec des caisses de résonance ici ou là. Alors, je vais terminer, parce que c'est vous, monsieur le ministre, qui allez parler. Je dirais, vous avez le vent en poupe, monsieur le ministre. La mer n'est plus ce qu'elle était aux yeux des Français. On a combien de fois cité cette phrase terrible d'Éric Tabarly, la mer pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage. Les étudiants s'intéressent à la mer. La mer n'est plus considérée par les Français comme une source d'ennui. Je me souviens, il y a 15-20 ans, on ne parlait de la mer qu'à propos des naufrages, des marées noires, des actes de piraterie. Elle commence enfin à être entrevue comme une source d'opportunités. Mieux même, comme l'a montré le Grenelle de la mer, que j'ai eu le privilège de piloter sous l'autorité de Jean-Louis Borloo. La mer est la grande chance de la France, vous le savez mieux que personne. La grande chance de la France, et peut-être que la France est pour l'Union européenne la grande chance de l'Europe, avec son domaine maritime, pour un avenir mieux que durable, que je préfère qualifier parfois de désirable. Alors, monsieur le ministre, emmenez-nous au large avec une grande politique maritime, mais juste avant, le président de l'Institut français de la mer va vous présenter. Merci. Monsieur le ministre, chers amis de la mer, tout a été dit sur cette histoire des Mardis de la mer, mais je voudrais tout de même, au nom de l'IFM, me féliciter de cette histoire qui dure depuis 20 ans et qui nous a permis non seulement d'entendre, je ne sais pas exactement combien de personnes nous a cité Christian, mais je sais encore moins combien ont écouté. Et c'est le plus important pour nous. Vous êtes nombreux, vous avez été très nombreux, et nous faisons nous rendons notre service de faire connaître et aimer la mer aux Français. C'est l'objectif de l'Institut français de la mer, et les Mardis de la mer sont une très belle occasion pour le faire. Voilà, je ne serai pas plus long sur ce sujet parce que nous sommes là pour vous écouter, monsieur le ministre. Alors, monsieur le ministre, vous êtes né au Rwanda en 1990 et vous êtes arrivé en France, dans les Côtes d'Armor, en 1994. Vous faites vos études à Dinan, à Saint-Brieuc, puis un master d'économie et de finance Sciences Po à Lille et un master d'économie à la London School of Economics. Vous passez 2 ans comme économiste pour l'Agence française de développement au Mozambique. Vous êtes ensuite chargé de programme à l'Institut pour l'innovation de l'Université Stanford au Kenya, puis économiste pour l'Agence française de développement à nouveau, à Paris cette fois. Engagé en 2015 dans le mouvement des jeunes avec Macron, vous êtes élu député en 2017. Dans la 2e circonscription des Côtes d'Armor, celle de Dinan. Porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale pendant 5 ans, vous êtes membre de la Commission des affaires étrangères, vous êtes auteur du rapport sur la modernisation de la politique partenariat et solidarité internationale, vous êtes rapporteur du projet de loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Vous n'êtes pas connu dans le monde maritime lorsque vous êtes nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la mer le 4 juillet 2022.
Certes, au Mozambique, au sein de l'Agence française de développement, vous avez travaillé sur les sujets de la présence de la France dans les îles éparses, sur les enjeux de développement durable, sur ceux de protection des océans. Certes, vous avez votre permis bateau et vous avez effectué votre premier stage de voile à l'âge de 9 ans sur le plan d'eau de 5A. Certes, vous connaissez un peu l'économie maritime comme économiste et comme breton. Mais vous veniez surtout prêt à apprendre, et je reprends vos premières déclarations, avec la volonté de défendre les intérêts des pêcheurs, de répondre aux attentes des Français en matière environnementale, en protégeant l'océan et sa biodiversité, et en voulant avancer dans la transition énergétique, notamment avec le développement des énergies marines renouvelables. Et c'est ainsi que vous allez avoir à traiter de la pêche et de l'environnement marin avec le gazole, les sorties de flotte, post-Brexit, le plan d'accompagnement individuel, les cétacés, le chalutage dans les AMP, les totaux admissibles de capture, les quotas, la pêche illégale dans nos ZEE, d'économie bleue encore avec les EMR, la décarbonation du transport et France Mer 2030, le dumping social, la flotte stratégique, l'innovation, le financement et la recherche. Vous allez avoir à traiter de la stratégie nationale mer et littoral et de la planification des espaces marins. Vous allez aussi avoir eu à vous occuper de formation maritime avec l'ENSEM et les lycées. Vous vous occupez de migrants en Manche comme en Méditerranée. Vous vous occupez de gouvernance internationale de l'océan avec la BBNJ à laquelle vous vous êtes rendu et les grands fonds avec l'AIFM à laquelle vous avez été également présent. Alors merci Monsieur le Ministre d'être là pour nous parler de tous ces sujets et pour tout cet avenir de la mer qui est entre vos mains aujourd'hui. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le recteur de l'Institut catholique de Paris, Monseigneur, monsieur le professeur, cher Christian, monsieur le président de l'Institut français de la mer, cher Eudes, monsieur le président de l'Académie de marine, cher Alain, monsieur le président d'honneur du cluster maritime, cher Francis, je crois comprendre qu'on doit tout à Francis, donc j'ai pas dit last but not least, comme on dit en bon grand breton, il me reste quelqu'un à saluer aussi. Madame la présidente de l'Association des affaires maritimes, chère Marie-Henriette, messieurs les amiraux, mesdames et messieurs, chers élèves, mesdames et messieurs, les étudiants, pardon, les élèves, oui, c'est parce que j'ai passé trop de temps dans ma circonscription à voir surtout des gens qui avaient moins de 11 ans. Et donc, c'est peut-être pour ça. Parlementaire un jour, parlementaire toujours. Et à tous ceux que j'ai oubliés, je vous salue très chaleureusement, très maritimement. Et si vous me le permettez, je vais me mettre ici, comme ça, je verrai un peu plus de monde. D'abord, moi, je suis très, très heureux d'être ici avec vous pour au moins 3 raisons. La première, c'est que, ayant été élève dans l'enseignement catholique, je crois que l'Institut catholique de Paris rayonne au-delà du périphérique. Et dans ma Bretagne natale, non, mais en tout cas d'adoption, je crois que ça faisait partie des institutions qui donnaient envie aussi d'avoir eh bien, une prolongation de ses études à Paris et qui mélangent à la fois beaucoup de sujets et sont au fond le creuset de ce que vous avez évoqué le pape, mais aussi beaucoup de grands intellectuels catholiques ont porté, c'est mettre au cœur du projet collectif, du projet de notre société, les humanités, la capacité à discuter de tout avec tout le monde, même si on n'est pas toujours d'accord, et au fond de forger la conscience des élèves, mais aussi des citoyens à travers ces débats. Et je crois le fait que ça soit fait ici, c'est pas un hasard, parce que peut-être plus que d'autres, l'Institut catholique de Paris, à travers aussi les allers-retours de ceux qui travaillent ici et qui, avec la foi aussi, vont travailler à l'étranger, se sont rendus compte de la centralité des enjeux maritimes. Et donc, je crois que ce n'est pas un hasard si les Mardis de la mer, ou en tout cas le fait qu'il y a 20 ans, vous avez lancé cette belle initiative, parce que je crois qu'il y a une conscience particulière aussi de l'importance de la mer et du rôle de la mer, notamment dans nos territoires ultramarins, dans la capacité à répondre aux grands enjeux contemporains. Et donc je voulais aussi, bien évidemment, profiter pour remercier Francis et Christian, que j'ai eu l'occasion de rencontrer assez rapidement à la suite de ma nomination. Vous savez, c'est comme tout le temps, il faut à la fois lire les belles œuvres, les bonnes œuvres, et rencontrer les bonnes personnes au début, parce que à la fois ce poste peut être très éphémère. Alors en général, le secrétaire d'État à la mer reste pas plus d'1 an. Donc là, je pousse plutôt vers les 2 ans que vers les 1 an. On va essayer de durer, mais c'est une mission qui est passionnante. Et si on essaie de faire quelque chose, et moi c'est mon ambition, qui soit utile, qui soit durable, et surtout qui parte aussi des besoins de nos concitoyens, on doit absolument s'appuyer par des personnalités, des gens
qui ont eu un rôle éminent, important. Et Christian, Francis, l'Institut français de la mer, mais aussi l'Académie de la marine, sont bien évidemment des institutions importantes. Et que ce soit le Grenelle de la mer ou tout ce qui a été porté par le cluster maritime, ce sont des choses sur lesquelles je m'appuie. On essaye parfois de faire différemment, parfois avec des approches qui peuvent pas forcément être totalement les mêmes, mais avec la même conviction que la mer, que les enjeux maritimes sont au cœur de tous les défis que nous connaissons. 20 ans, alors... vous avez eu la gentillesse de ne pas donner mon âge, mais 20 ans, j'étais encore Notre-Dame de la Victoire, à Dinan, dans la plus belle des circonscriptions, bien évidemment, comme vous l'aurez compris. Et il y a 20 ans, quand en fait, je me disais où on était il y a 20 ans, à la fois la situation politique, géopolitique, mais aussi économique, je vois à la fois beaucoup de similarités et beaucoup de sujets sur lesquels, au fond, on n'a pas totalement traité le mal, si vous me le permettez, à la racine. Il y a 20 ans, au niveau national, ça faisait que quelques mois, 2 ans exactement, que le Front National est arrivé au second tour des élections présidentielles, ce qui allait changer complètement la nature de l'échiquier politique, et on le voit bien, qui allait accélérer la désagrégation aussi de 2 grandes forces politiques qui avaient été au fond au centre du jeu, et au fond la bipolarisation a commencé à se détricoter à partir de 2002. Ensuite, il y a 20 ans, c'était l'invasion par les États-Unis de l'Irak, et au fond, là aussi un grand chambardement au Moyen-Orient, et on voit que ce qui se passe depuis quelques jours, et moi je voulais ici en profiter au nom du gouvernement de redire toute la solidarité de la France envers le peuple israélien, envers Israël, et de dire que, bien évidemment, nous condamnons toutes les attaques terroristes et qu'il n'y a pas de mais après cette condamnation. Il n'y a pas de mais après cette condamnation, ce sont des actes ignobles, inqualifiable, et la France et le gouvernement se tient bien évidemment aux côtés du peuple israélien pour faire face à ce que nous aussi nous avons vécu. Et puis il y a 20 ans, donc c'était ce grand chambardement de la guerre en Irak, c'était également l'entrée de 10 nouveaux pays dans l'espace européen qui là aussi allait complètement changer la nature du projet européen, et on voit bien qu'on a à nouveau ces questions avec un possible élargissement qui arrivera. Et donc c'est fou comme en 20 ans, à la fois, il y a beaucoup de permanence dans ce qui se passe au travers des questions géopolitiques européennes et nationales, mais en même temps, qu'il y a 20 ans, ça paraît un monde. Quand on voit le rôle de la Chine, qui était beaucoup moindre, et maintenant qui est central, quand on voit le poids d'un certain nombre de pays du Moyen-Orient dans la géopolitique internationale, et quand on voit, par contre, à côté, eh bien, l'aggravation d'un certain nombre de sujets. Moi, j'y suis très sensible, comme par exemple le fait qu'il y a 20 ans, on pensait, avec les objectifs du développement durable, qu'on allait pouvoir éradiquer la pauvreté d'ici 2030. On voit bien qu'on n'y est pas encore, que le chemin est loin d'être parcouru, et que, au fond, la pauvreté, les inégalités s'accroissent, alors qu'il y a 20 ans, dans une mondialisation au fond qui était vue comme quelque chose d'heureux par nature, et avec un commerce qui s'ouvrait, et le commerce allait entraîner la prospérité, on voit bien qu'il y a le retour de la guerre, et qu'au fond, toutes ces certitudes ont quand même volé en éclats en 20 ans. Et donc, ce n'est pas pour vous casser le moral, mais c'est pour vous dire que plus que jamais, je crois que la politique, les études que vous faites ici à l'Institut catholique de Paris, la manière dont vous intéressez, vous, en tant qu'auditeur externe à ces grands enjeux, sont fondamentales pour pouvoir réussir les 2 grands enjeux qui sont pour moi les enjeux de notre temps. 1, la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Et 2, le renforcement de la souveraineté économique, gage de notre indépendance, de notre autonomie stratégique, pour ne pas dépendre justement de la volonté de domination par quelques grandes nations. Et au fond, la souveraineté économique, c'est la capacité d'être libre pour les démocraties. Et au cœur de ces 2 grands sujets, la souveraineté économique et la lutte contre le changement climatique, la question de la politique maritime, d'une politique maritime ambitieuse, elle est centrale. Pour au moins 2 raisons. 80% du commerce mondial se fait par voie maritime. Les ports sont des lieux à la fois d'industrialisation, mais sont des lieux où justement se fait ce commerce, se font ces relations commerciales et internationales. Et donc on ne peut pas traiter la question de la souveraineté économique sans traiter la question des ports, sans traiter la question du transport maritime, et sans prendre en compte la question de la protection aussi de notre zone économique exclusive et du renforcement de notre souveraineté. Et puis, le deuxième élément que vous connaissez très bien et qui passionne beaucoup de personnes à juste titre, c'est que l'enjeu de, bien évidemment, la lutte contre le changement climatique, eh bien, on l'a souvent mis de côté, on l'a souvent marginalisé. À la COP21, c'est passé tout juste, mais
les gens qui étaient au Grenelle le savent très bien, on ne peut pas régler la question du changement climatique et de la biodiversité sans prendre en compte la protection de nos océans, la protection de nos mers. Puisque vous le savez, je ne vais pas le répéter ici, mais on le fait quand même, 70% de la surface de la planète est comprise par de l'océan. Que les océans sont, au fond, l'espace qui capture le plus de carbone et donc qui nous permet d'éviter une accélération encore du changement climatique. Et en ce qui concerne la biodiversité marine, nous savons très bien, notamment dans les grands fonds marins, mais notamment si on parle des mangroves, que ce sont des lieux de biodiversité incroyables et qui ont un impact sur toute, au fond, la chaîne, j'allais dire humaine, la chaîne de nos écosystèmes. Et donc, si on veut protéger la biodiversité, si on veut lutter contre le changement climatique, il faut absolument prendre soin de nos océans. Je crois qu'on n'en avait pas conscience de cette manière-là, notamment au moment de la COP21. Maintenant, tout le monde en fait un sujet à la fois principiel et principal des négociations internationales, des négociations environnementales. Et donc, c'est sur cette base-là qu'en 2022, le président de la République m'a nommé en considérant qu'il fallait absolument mettre la politique maritime au cœur de toutes les politiques. C'est la raison pour laquelle je suis rattaché à la Première ministre, ce qui me donne, alors c'est filmé, mais je l'ai dit plusieurs fois, ce qui donne une efficacité dans l'interministérialité. Je suis un peu barbare quand je dis comme ça, mais ce qui permet notamment vis-à-vis de d'autres ministères d'aller beaucoup plus rapidement, parce qu'étant rattaché à la Première ministre, sauf si elle considère que je dis quelque chose qui n'est pas totalement conforme à ce qu'elle dit, c'est considéré comme la parole de la Première ministre. Ce qui fait que sur les enjeux écologiques, sur les enjeux de souveraineté, sur les enjeux économiques, sur les enjeux aussi de transport, sur les enjeux infrastructures, sur les enjeux de formation qu'on traite avec d'autres ministères, on avance beaucoup plus vite et ça permet une efficacité dans l'action, mais surtout une globalité et une prise en compte de tous les enjeux maritimes dans nos outre-mer et bien évidemment ici dans l'Hexagone. Et donc, moi j'étais ravi de cette mission qui est passionnante et vous l'avez parfaitement, d'ailleurs je vais peut-être reprendre votre papier parce que ça permet notamment pour mon cabinet, pour mes équipes de voir aussi toute la liste de sujets, et il y en a d'autres, mais vous voyez que, et ça qui est passionnant, c'est qu'on passe d'un sujet de protection de la biodiversité à un sujet au fond, lutte contre la pêche illicite, à un sujet de la Bretagne, c'est une évidence parce que c'est une des plus belles régions de France, donc du monde, à nos enjeux en Polynésie, à des enjeux de protection des grands fonds marins, à des enjeux de décarbonation du transport maritime. Et on le fait au gouvernement, et c'était la demande aussi du président de la République, avec, au fond, 3 priorités. Et au fond, 3 grands piliers. La première, c'est que cette politique maritime, ça doit être une politique de protection de notre zone économique exclusive et de protection aussi de nos ressources halieutiques, j'y reviendrai. Le deuxième pilier de cette action, c'est que la politique maritime, c'est une politique de maritimisation de l'économie et des esprits, parce que c'est ce qui permettra, comme je l'ai dit, de renforcer notre souveraineté et de faire face aux grands enjeux, notamment climatiques. Et le troisième pilier de cette politique maritime que je développe, c'est une politique de coopération. Et on a de la chance parce que au fond, la géopolitique en crise, ou en tout cas dans un contexte multilatéral parfois décrit comme en panne, ou parfois prise en étau entre la Chine et les États-Unis, les enjeux maritimes sont des enjeux sur lesquels on arrive à avancer, et les négociations océaniques sont une des rares négociations qui avancent. Et donc cette politique de coopération, elle va avoir son aboutissement pour nous avec la tenue par la France en 2025 du sommet des Nations Unies pour les océans à Nice. Oui, je n'ai pas réussi à ce que ce soit en Bretagne, problème de taille pour avoir des chambres pour accueillir toutes les délégations. Mais ce sommet des Nations Unies pour les océans, c'est là où va converger au fond tout l'agenda international européen et français pour les océans. Donc sur le premier sujet, et je vais essayer d'aller assez rapidement parce que l'idée c'est de prendre aussi vos questions. Et moi je suis très heureux, encore une fois, je ne l'ai pas dit en introduction, mais de voir autant d'étudiants ici présents parce que ça montre à quel point les sujets maritimes sont des sujets d'intérêt mais aussi très contemporains, et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'emplois potentiels dans ce domaine. Sur la question de la politique de protection. C'est d'abord, et ça le président l'a assumé très fortement à partir déjà de 2017, c'est de dire que nous avons le second espace maritime au monde. Vous connaissez 11 millions de kilomètres carrés si je ne m'abuse. Nous avons 18 000 kilomètres carrés de littoral. La France est une nation océanique, c'est un peuple maritime. Nous avons un voisinage dans toutes les mers du monde. Donc nous sommes voisins à la fois de toutes les crises et de tous les pays, du Pacifique en passant
par les Caraïbes et bien évidemment par l'océan Indien ou encore l'Atlantique. Et donc, on a un devoir de protéger, parce qu'en face, vous avez des pays qui émergent, qui sont d'ailleurs très puissants et qui ne s'embarrassent pas de considérations en termes de délimitation. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'augmentation des crédits de la loi de programmation militaire, une partie vraiment substantielle est dédiée à cette protection de la souveraineté de notre zone économique exclusive, avec notamment l'envoi, la construction de 6 nouveaux patrouilleurs en Outre-mer pour protéger nos eaux, pour protéger nos ressortissants et pour protéger aussi ceux qui commercent dans nos eaux. C'est un élément essentiel et nous l'assumons comme étant vraiment une ligne de force de notre stratégie aussi maritime. C'est une stratégie, pas de conflictualisation. Il ne faut pas tomber dans le piège du Thucydide qui vise à essayer de dominer le pays émergent, mais c'est de dire, bien évidemment, il faut de la coopération, mais il faut montrer les muscles, il faut affirmer nos forces, et nous le faisons partout où la France est présente. Et donc, c'est aussi une stratégie qui vise à lutter contre la pêche illégale. C'était au fond un espèce d'impensé de la politique maritime, notamment de la politique de pêche. Moi, j'ai été en Guyane il y a de ça 4 mois. En Guyane, alors il y a peu de pêcheurs parce qu'il n'y a pas eu de développement suffisant de la filière, mais il y a surtout une réalité que la pêche illégale, qui vient du Brésil et qui vient du Suriname, à la fois énerve à juste titre les Guyanais, mais surtout est une menace pour la biodiversité. Juste un chiffre. En 10 ans, la population de tortues luth en Guyane s'est effondrée de 90% du fait de la pêche illégale, faite par des tapouilles du Suriname. Alors, il y a des explications. Le Suriname étant un pays très pauvre, ayant déjà peu de ressources, ils viennent dans les autres ressources. Mais rendez bien compte qu'en termes de souveraineté économique et en termes aussi de protection de la biodiversité, c'est juste inconcevable de laisser ça. Donc, on a mené une action forte de lutte contre la pêche illégale vis-à-vis du Brésil, vis-à-vis du Suriname. On doit faire monter ce niveau aussi avec des coopérations entre les marines nationales des pays avec lesquels on est voisins et avec la nôtre. Et donc, c'est le sens de ce que Sébastien Lecornu porte. Il peut y avoir des agents de pays tiers qui viennent sur nos navires pour faire du contrôle, et donc il y a une vraie coopération. Il faut absolument que l'Union européenne se saisisse de ce sujet, et donc on ne se retrouve pas dans une situation parfois un peu ubuesque où il y a des navires d'un certain nombre de pays, notamment émergents en développement, qui viennent piller les eaux françaises, et en même temps on verse de l'aide au développement pour fabriquer des flottilles dans ces pays-là. Donc le pêcheur de l'océan Indien, le pêcheur des Caraïbes, à juste titre, il me dit, monsieur le ministre, vous n'êtes pas très cohérent. Et donc il faut que l'Union européenne prenne des sanctions vis-à-vis de ces pays-là, en considérant que l'effondrement d'un certain nombre de ressources dans nos eaux n'est juste pas acceptable. Et puis, en termes de protection de notre ZEO, mais aussi de protection de la ressource halieutique, c'est bien évidemment tout ce que l'on doit porter sur l'enjeu des aires marines protégées, et donc de faire en sorte que dans un certain nombre de nos territoires, en ayant une approche, et nous l'assumons, et c'est ce qui était porté dans le cadre de BBNJ aussi, au cas par cas, parce que la réalité du parc national des Calanques, ce n'est pas exactement la même que celle de la baie de Saint-Brieuc, qui est encore moins la même que celle du large de la Guyane, et donc c'est d'avoir un renforcement de cette protection, avec une ambition de 10% de zones de protection fortes, et de faire en sorte, là où c'est nécessaire, là où les habitats marins sont en train de se dégrader, d'arriver à exclure un certain nombre d'activités. C'est essentiel. Avant, on avait souvent une approche, pardon d'être un peu technique, mais par le stock de poissons, il faut aussi avoir une approche de protection de l'habitat. Il faut protéger la maison et pas simplement les poissons. Et c'est ça qu'on doit arriver à faire au cours des prochains mois, des prochaines semaines, dans le cadre de la planification. Et donc, aussi, protéger nos ressources halieutiques, c'est d'avoir aussi un modèle de pêche qui soit beaucoup moins dépendant du carburant, parce que toutes les grandes crises de la pêche sont des crises du carburant. Donc moi, ce que je porte, c'est de dire qu'il faut arrêter d'avoir cette dépendance aussi fortement à quelque chose qu'on ne produit pas sur notre sol. Et donc, il faut des modèles de pêche qui permettent d'aller dans cette transition énergétique. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé le mois dernier un plan de 450 millions d'euros pour la transition énergétique des navires de pêche, en ayant une attention très particulière sur la pêche côtière, parce que cette pêche côtière, cette pêche artisanale, c'est celle qui consomme moins de carburant, c'est celle qui est le plus proche. Et donc, c'est celle-là qu'on doit aussi développer, parce qu'on importe 80% du poisson au niveau français et au niveau européen. Donc je crois que le sens de l'histoire, c'est plutôt de réduire ces importations plutôt que de
réduire notre souveraineté alimentaire. Donc, vous voyez, protection de notre ZEE avec des moyens renforcés des armées, de la coopération au niveau européen, protection de nos ressources halieutiques parce que c'est un enjeu de souveraineté alimentaire, c'est un enjeu aussi de développement économique. On voit bien que tous nos ports, de la magnifique Bretagne en passant par la Corse, en allant jusqu'au Boulonnais, c'est ce qui structure aussi nos territoires. Un emploi en mer, ça équivaut à 4 emplois, enfin ça entraîne 4 emplois à terre. Et donc on a un enjeu aussi de préserver une flotte adaptée aux enjeux, mais une flotte qui nous permette d'avoir cette souveraineté alimentaire. On voit bien avec la guerre en Ukraine que l'enjeu de la souveraineté alimentaire, elle est essentielle pour ne pas être sous la coupe d'un certain nombre de pays. Donc ça, c'était la partie protection de nos ressources et notre ZEE. Le deuxième pilier de cette stratégie, c'est bien évidemment la maritimisation des esprits, des économies. Alors, pour la maritimisation des esprits, là, vous êtes l'exemple que on ne m'a pas attendu pour le faire, vous l'avez fait parfaitement et il faut continuer. Moi, je suis très heureux d'être ici. Et donc, ça veut dire aussi de montrer à quel point les enjeux maritimes sont des enjeux contemporains, territoriaux et aussi des enjeux globaux et donc il faut s'y atteler. Donc, je sais qu'il y aura beaucoup d'entre vous qui viendront ici faire des conférences dans les prochaines années ou peut-être remplacer Christian quand il aura décidé de prendre sa retraite méritée. Il ira en vélo, du Poitiers, du comprends, retraite, vélo. Et donc, c'est une stratégie au fond, de prendre conscience que le secteur maritime est clé. Et souvent, le secteur maritime, et Francis a créé le cluster maritime avec ses petits camarades, parce que justement, c'était un secteur qui était un peu désarticulé, qui n'était pas suffisamment soudé. Et je vous donne un exemple, une illustration. Dans le plan France 2030 du président de la République, il n'y avait pas, et ce n'est pas la faute du président de la République, il a par nature raison, le président de la République, mais c'est la manière dont on s'est organisé. C'est qu'il y avait un objectif sur la voiture zéro émission, sur le train zéro émission, mais il n'y avait pas d'objectif navire zéro émission. Donc, comment j'ai découvert ça? On s'est vu avec Francis et puis aussi avec Frédéric Moncagny de Saint-Aignan, en considérant que ce n'était pas normal. Mais parce qu'il y avait... C'est vrai que si vous voulez décarboner, j'aime pas trop ce terme, mais en gros réduire la dépendance d'une voiture aux énergies fossiles ou un avion, c'est un peu plus simple. Vous faites 1 ou 2 prototypes, il y a 2 constructeurs Boeing, Airbus, vous les vendez à 100 compagnies, c'est bon, vous rentrez dans vos frais. Allez faire la même chose avec les navires, entre les différents segments de flotte de pêche, entre le transport maritime, entre le transport de croisière, le transport passager, le nautisme, vous voyez, vous avez quasiment chaque nouveau navire, c'est quasiment un projet unique en soi. Et donc, le passage à l'échelle, l'accélération de la décarbonation pour le transport maritime et pour le secteur maritime, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont créé ce cluster maritime qui visait à mettre tout le monde ensemble. Et donc, moi, mon rôle, c'est vraiment de renforcer ce qui a été porté. Et avec le plan France Mer 2030, c'est d'avoir une ambition très forte sur le navire zéro émission. Et donc, que ce soit sur la pêche, le transport maritime ou encore le nautisme, d'accélérer la décarbonation de la construction à la déconstruction des navires. C'est une ambition qui est très très forte, mais on doit la tenir. Et on doit le faire parce qu'au fond, d'arriver à avoir, on l'a vu avec Canopée, je ne sais pas si vous avez vu à Bordeaux, qui est ce navire à propulsion vélique, c'est-à-dire c'est le vent, qui va porter la fusée Ariane d'ici jusqu'en Guyane. Il y a des choses qui existent, mais il faut arriver à la fois les mettre en valeur et les accélérer. Et on le fait parce que on a de la chance, moi j'ai la chance d'être là, et vous aussi de vivre cette époque. Ça arrive une fois tous les 100 ans qu'il y ait une révolution de telle nature dans une industrie de cette telle nature, de cette telle ampleur. C'est-à-dire que c'est à la fois une révolution technologique, il va falloir trouver, est-ce que c'est hydrogène, e-méthanol, est-ce que c'est vélique, bref, vous avez plein de choses qui sont testées actuellement. C'est une révolution bien évidemment industrielle, et ça va nous permettre, à travers ce navire zéro émission, de réindustrialiser des parties de notre territoire, et aussi de réindustrialiser des zones portuaires qui étaient laissées un peu en déshérence. Si vous regardez un certain nombre de ports, ce sont des lieux où il y a des dépôts pétroliers, l'objectif étant de sortir des énergies fossiles d'ici 30 ans, ces zones-là devront être des lieux de production d'un autre type d'énergie. Et donc c'est aussi une logique portuaire, bien évidemment industrielle. Et comme on a commencé avec la création d'Aropa, Le Havre, Rouen, Paris, d'avoir des ports en France qui ont une ambition très forte, notamment de connexion avec l'Hinterland. Et on doit, et c'est ce qu'on discute aussi souvent avec Rodolphe Sadé, d'avoir de Marseille jusqu'à Lyon une vraie connectivité pour permettre justement de favoriser ce transport maritime et d'accélérer la décarbonation du secteur. Et puis, c'est bien évidemment une révolution territoriale parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de littoraux et une empreinte océanique partout dans les océans. Et donc, par nature, arithmétiquement, il y aura
des emplois et de la création d'économies partout sur les territoires. Et puis c'est aussi, bien évidemment, une révolution en termes de formation. Et donc là, on a un objectif très fort de doubler le nombre de marins de la marine marchande dans le cadre de l'École nationale supérieure de la marine marchande. On va tenir cet objectif en 2027, mais aussi des formations qui vont devoir changer. Parce que les mécaniciens qui étaient sur des moteurs, et bien évidemment fossiles, vont devoir passer à des moteurs hybrides ou hydrogène ou autres. Et donc là, la France, pour le coup, avec nos lycées maritimes, qui est une spécificité française, on a 12 lycées maritimes, eh bien, on peut vraiment être à l'avant-garde. Et étant donné que c'est l'économie maritime, qui est une économie fondamentalement internationale, on va pouvoir aussi exporter ce savoir-faire. Donc c'est la décarbonation, c'est bien évidemment de la création de valeur, c'est répondre aux enjeux de protection de l'environnement, mais c'est aussi des enjeux de réindustrialisation. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très important, notamment dans le cadre de la lutte contre le chômage. Et donc, le dernier point, parce que je crois que j'ai un peu dépassé déjà un peu mon temps, mais le dernier point que je voulais aborder, qui est le troisième pilier, donc c'est une politique de protection, une politique de maritimisation. On a aussi un enjeu, bien évidemment, de la maritimisation, et on va le faire dans le cadre de l'année de la mer 2024-2025, ce sera septembre 2024, fin 2025. On va profiter de l'organisation du sommet des Nations Unies pour les océans pour faire de ces mois-là l'année des océans. L'idée, c'est de mettre de l'eau salée partout dans tous les événements, littérature, cinéma, sport, parce que, moi je m'en rappelle, j'ai eu la chance d'arriver en France quand j'avais 4 ans en venant du Rwanda, grande nation océanique, bien évidemment. Comment ça? Non. Pour le coup, c'est assez drôle quand j'en parle à ma famille, au Rwanda, qu'ils voient dans le poste dans lequel je suis, ils me disent quand même tout est possible dans la vie. Parce que pour le coup, s'il y a bien un pays qui n'est pas du tout maritime, c'est celui-là. Mais bon. Et donc, j'ai eu la chance, 94, un de mes premiers souvenirs, c'est vraiment la route du Rhum, avec des milliers de personnes, des milliers de Bretons. Alors moi, je ne comprenais pas du tout quel était l'engouement et pourquoi mes parents, mes cousins étaient tout excités à l'idée d'aller au Cap Fréhel quand il ne faisait pas très beau, pour aller voir des trucs sur l'eau qu'on ne voyait très très loin. Bon, et après j'ai vu tous ces navires, et j'ai compris, voilà, ça m'a aussi, quand j'avais 4 ans, ça m'a comme beaucoup saisi, et donc je me suis beaucoup intéressé à la course au large, et on a la chance d'avoir là aussi une des skippers, des sportifs de haut niveau qui sont, je veux dire, là on a battu depuis des dizaines et des dizaines d'années les Anglais, ça c'est terminé, il n'y a même plus de compétition. Mais surtout, en termes de révolution technologique, quand vous voyez ce qui se fait avec les foils, j'étais à un championnat du monde de voile dans le sud de la France, ils vont à 100 km/h. Il y a 20 ans, on était allé 40, 50 grand maximum. Et donc c'est une industrie, c'est en tout cas une partie du secteur économique qui est en perpétuelle évolution et en accélération très forte. Et donc ça permet de faire rêver aussi. Et ça amène beaucoup d'ingénieurs, d'architectes, de techniciens à venir dans le monde maritime, parce que c'est aussi des lieux de performance, d'excellence, et qui font rêver beaucoup de nos jeunes. Et donc le dernier point, et je terminerai par là, parce que c'est un élément, au fond, qui est aussi constitutif ou illustratif de ce que le président de la République a souhaité faire. Et il m'a donné aussi cette mission-là, parce que j'étais à la Commission Affaires étrangères et parce que ces sujets-là m'intéressaient particulièrement. C'est que l'enjeu de la politique maritime comme une politique de coopération. Et donc, il y a 3 sujets sur lesquels on a vraiment travaillé dès le début, ça a été une priorité. D'abord, c'est une politique de coopération par le droit, et pas par la domination. Par le droit. Et donc, c'est pour ça que le président m'a demandé de relancer le traité BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, donc la biodiversité au-delà des juridictions nationales. C'est cet espace, la haute mer, qui couvre 45% de la surface de la planète. Et c'est un traité qui était enlisé depuis 15 ans, passez-moi l'expression, dans les fonds océaniques des discussions, dans les fonds des discussions onisiennes. Et donc le président, qui a toujours un bon sens politique, a vu que si on voulait être crédible dans ce qu'on faisait sur aussi la politique environnementale, on ne pouvait pas écarter, ou en tout cas pas avancer sur cette question de la biodiversité dans la haute mer. Et donc, à partir de juillet 2022, je me suis rendu, j'étais le seul ministre, juste après le 15 août, à être à New York. Il faisait une chaleur comme en Bretagne, il faisait une chaleur bretonne. Et donc, au début, je me suis dit, il y a les gens qui étaient à New York qui se sont dit, oula, lui, il vient juste d'être nommé depuis 2 mois, il veut venir faire du tourisme à New York, donc qu'est-ce qu'il vient faire?
j'ai fait attention de, bien évidemment, pas rester le week-end. Donc je suis arrivé le mercredi, je suis reparti, il me semble, le vendredi matin, parce qu'on était là pour travailler. Et en fait, avec la présence ministérielle, ça a permis à redonner aussi, pas que la mienne, parce qu'il y a l'Union européenne aussi qui est venue, mais de redonner un élan politique à cette discussion. Parce que quand vous êtes des diplomates, quand ça fait 15 ans que vous négociez, vous ne savez même plus pourquoi vous n'êtes plus d'accord. Et donc vous avez oublié un peu quelle est la ligne d'horizon, quel est le but recherché. Et donc on a, avec une coalition d'autres ministres, relancé ce processus avec 3 objectifs. 1, faire en sorte que ce soit un traité qui soit universel et juridiquement contraignant, et c'est le cas. Et donc dans le contexte géopolitique actuel et multilatéral actuel, vous ne trouverez pas d'accord qui a été signé par la Chine, les États-Unis, tous les pays émergents, et qui est universel et juridiquement contraignant. Et donc cet accord, il a 3 avancées. 1, c'est que aucun pays tout seul ne peut bloquer un certain nombre de choses comme la création d'aires marines protégées en haute mer. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire en sorte que ce soit la règle de la majorité et non pas du consensus, ce qui fait que quand on voudra créer des aires marines protégées en haute mer, il n'y aura pas un pays qui pourra dire non, moi j'en veux pas, et donc du coup rendre inefficace ce traité sur la haute mer. 2, c'est qu'on a rendu obligatoire des études d'impact environnemental pour chaque nouvelle activité en haute mer. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait, nous, dans nos aires marines protégées, qu'on fait dans d'autres territoires aussi européens, mais qui n'existait pas dans la haute mer. Et donc ça permet vraiment de protéger la biodiversité et d'avoir une action qui est efficace. Et puis, 3e élément, c'est que, et moi j'y suis très attentif, et c'est sur ça qu'on a dû avancer fortement, c'est qu'il y a des mécanismes de solidarité, de partage au fond, de financement ou de création de richesse qui pourraient être issus de la découverte. Par exemple, en haute mer, on va découvrir une espèce qui permet de guérir telle ou telle maladie. Eh bien, ce n'est pas le premier arrivé, premier servi, ce n'est pas le plus riche qui, du coup, a son laboratoire, qui s'accapare toutes les richesses créées après. C'est qu'il y a un partage, un partage des bénéfices issus de toute exploitation pas minière, mais exploitation de cette biodiversité. Ça, c'est important parce que pour les pays en développement, et pour les pays émergents, ils disaient nous, très bien, on veut bien signer un traité, mais en fait, on n'aura pas du tout la capacité de faire de la recherche, et donc on n'en tirera rien. Et donc cette solidarité, elle est importante, c'est ce qui permet d'aboutir. Donc ce traité, il y a 2 semaines, j'étais à New York avec Catherine Colonna. La France a été un des premiers à le signer. On est 81 pays à l'avoir signé. Il nous faut 60 pays pour le ratifier et pour qu'il entre en vigueur. Et l'objectif, c'est qu'au sommet des Nations Unies, il soit ratifié. C'est largement faisable vu le rythme à laquelle on le fait. Et c'est surtout, c'était inimaginable il y a de ça 2 ans. Et ça tient en grande partie du fait du volontarisme politique de la France, du président Emmanuel Macron et de l'Union européenne qui ont vraiment remis sur la table ces discussions. Le 2e grand sujet, j'irai assez rapidement là-dessus, de coopération, c'est la lutte contre la pollution plastique. Ça, c'est un élément qui est majeur, parce qu'on voit bien qu'avec, au fond, l'accélération, la multiplication aussi des zones de débarque et l'augmentation du commerce international, il y a des pertes de conteneurs. Donc vous avez les pollutions à microbilles, les pollutions plastiques, les pollutions chimiques. Et donc on doit avoir une action très forte sur la lutte contre ces pollutions de toute nature, mais aussi, bien évidemment, sur le fait de réduire la production de plastique à terre. Et donc, vous l'avez mis ici, je crois, la mer, c'est l'avenir de la Terre. Le problème de la pollution en mer, si je peux paraphraser ça, c'est la production à terre. Parce que 80% de ce qui se trouve en mer est en fait issu de la terre. Donc on a un vrai enjeu dans les négociations au Kenya. Je me rendrai au Kenya à la fin de l'année dans le cadre de cette discussion internationale. C'est de faire en sorte de réduire dans un certain nombre de pays la production de plastique à terre pour éviter d'avoir des océans de plastique partout sur nos eaux. Et puis le dernier sujet qui est pour moi un sujet au fond, c'est, je ne dirais pas le combat du siècle, mais quasiment, c'est celui de la lutte contre l'exploitation minière des fonds marins. Alors je sais que c'est une position qui a pu susciter la controverse ici, mais ailleurs aussi dans le monde. Mais moi, je pense que c'est une question aussi de cohérence. On ne peut pas dire on va mettre en œuvre l'accord de Montréal, la COP15, sur la protection de 30% de nos océans et de nos mers, de dire qu'on va mettre en œuvre un traité, le traité de la protection de la biodiversité marine en haute mer, et autoriser, comme c'était envisagé à un moment donné, l'exploitation minière des fonds marins, c'est-à-dire d'aller à moins de 4000 mètres sous terre pour aller chercher des métaux rares dont on nous dit qu'on aurait besoin pour la transition écologique. C'est une position personnelle, mais qui est celle désormais du gouvernement, que le président de la République, bien évidemment, a étudié, a regardé et considère comme la bonne position. Et on le fait parce qu'on a une responsabilité particulière.
Parce que la France est le deuxième espace maritime au monde. Donc si nous, on commence à faire de l'exploitation minière des fonds marins, potentiellement, si on le fait partout dans toutes nos emprises, on aura des impacts partout. Et donc, on sera responsable. Et au moment où beaucoup de pays émergents, beaucoup de pays en développement discutent de la responsabilité des pays développés dans ce qui se passe actuellement dans le dérèglement, je ne crois pas que ce soit le moment, et la France interdit dans ses eaux, de commencer l'exploitation minière des fonds marins, puisque les études scientifiques nous disent bien que ça aurait des dommages irréversibles sur la biodiversité, sachant, et je terminerai par là, qu'on ne connaît que 3% de ce qu'il y a dans les grands fonds marins. Donc potentiellement, il y a des espèces qu'on ne connaît pas, mais qui sont vitales dans un écosystème. Donc moi, c'est une position, et je me suis rendu à l'autorité internationale des fonds marins en juillet pour l'expliquer, pour dire à un certain nombre de pays du Pacifique qui voyaient ça comme, au fond, une manne financière potentielle, que, et je leur ai dit de la même manière, ils ne peuvent pas demander à ce que le contribuable français finance un fonds de pertes et préjudices de milliards pour lutter contre l'acidification, la montée des eaux dans ces pays-là, et en même temps, l'après-midi, accepter des activités minières, extractives, dont on sait qu'elles vont avoir des conséquences dans nos océans. Donc là, je pense que c'est une question de cohérence, et puis c'est une question aussi, je crois, de faire une pause dans quelque chose qu'on connaît encore trop peu. Par contre, et ça c'est l'ambition qui est portée aussi par tous les acteurs en France, c'est de vraiment d'accélérer sur la recherche, la connaissance. Et donc, nous avons un programme dans le cadre de France 2030 de 350 millions d'euros pour l'exploration des fonds marins, pour mieux connaître cette biodiversité, pour mieux comprendre comment il y a des choses qu'on peut utiliser pour la recherche médicale, thérapeutique, et faire en sorte d'améliorer aussi notre humanité. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les priorités qui sont les nôtres, de dire qu'au-delà de tout ça, la voix de la France, à la fois, est attendu parce que, encore une fois, nous sommes un peuple maritime, même si on a souvent nos gouvernants, et j'en prends ma part aussi, parfois hésité entre cette tentation continentale et, au fond, cet horizon maritime qui est toujours un peu plus dangereux, ou perçu comme dangereux. Et vous regardez dans beaucoup de territoires maritimes, au fond, il n'y a parfois pas de vice-président à la mer, parce que c'est vu comme quelque chose d'accessoire. Il n'y a pas de stratégie portuaire, parce que c'est vu comme quelque chose... Or, les ports, c'est comme si vous aviez un bandeau ou quelque chose, si vous n'arrivez pas à le faire respirer, donc avoir une politique de modernisation, de transition, c'est tout votre corps qui étouffe. Et donc il faut absolument être en capacité d'avoir une vraie stratégie portuaire, une vraie stratégie de formation maritime, et avoir au fond une ambition pour nos océans, pour nos mers, parce que c'est ce qui fera de la France une puissance, parce que je suis convaincu, surtout au XXIe siècle, surtout avec la montée en puissance de la Chine, surtout avec la montée en puissance des pays émergents, surtout avec la montée en puissance des enjeux de changement climatique, de lutte contre la biodiversité, qu'il n'y aura pas de politique efficace, ambitieuse, à hauteur d'homme et digne des enjeux de notre temps et des enjeux pour notre nouvelle génération, si on prend pleinement en compte cette ambition maritime et mettre au cœur de tout ça l'accélération sur le renforcement de la souveraineté économique et bien évidemment la lutte contre le changement climatique. Donc merci beaucoup de tenir ces magnifiques mardis de la mer. Vive l'Institut catholique de Paris, vive la République et vive la France. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette vaste présentation, pour cette ambition qui nous amène au large. Bravo aussi pour cet accord BBNJ, ce nouveau droit de la mer qui effectivement est quelque chose qui a été porté par la France. Je vois l'application, je vois au premier rang le commissaire général Jean-Louis Fillon, je vois à quel point l'IFM s'est battu pour effectivement les choses. Je crois que c'est une avancée, c'est quelque chose qui manquait au niveau international. Donc vraiment, il y a beaucoup d'éléments. Le seul élément où je serais peut-être en désaccord avec vous, vous avez dit que la France fait le deuxième domaine maritime au monde, mais plus je réfléchis, plus je me demande si ce n'est pas le premier. Bon, quantitativement, vous avez raison. Mais qualitativement, les États-Unis en 1, l'Australie en 3, c'est grâce à la taille de leur métropole. Nous, à 96%, c'est pour l'outre-mer. Ça veut dire que notre espace maritime est infiniment mieux ventilé que tous les autres réunis, sauf en Arctique. Donc on voit que la France a énormément d'atouts, et c'est vrai que ça a changé. Je me souviens, quelqu'un qui était ministre, me disait un jour, à propos du domaine maritime, que d'eau. Ah oui, ça fait de l'eau. Hein. Mais quand on voit à quel point la microbiologie marine ouvre des opportunités, on voit que maintenant, ça y est, ça commence... Le gouvernement commence à voir à quel point il y a des enjeux. Merci d'avoir évoqué la question portuaire, qui est essentielle. À quand nos deux grands ports, Le Havre et Marseille, pour devenir premier port français, sachant qu'on est toujours à Anvers, qui est toujours le premier port français, ce qui veut dire que quand vous avez un camion, enfin la moitié des conteneurs qui arrivent à Anvers vont en région PACA. C'est-à-dire que là, on ne mesure pas encore à quel point on pollue beaucoup plus qu'on ne le pourrait,
moins le faire si nos ports fonctionnaient. Donc là, on voit à quel point il y a des enjeux encore considérables. Les étudiants sont passionnés par la géopolitique. On croit toujours que c'est interplanétaire, mais il y a une géopolitique intérieure qui porte un nom beaucoup moins sympathique, qui s'appelle l'aménagement du territoire. Et ça, je dois dire, bon, on a encore des difficultés. Il faut que le commissariat général au plan, peut-être, retrouve la vigueur des plans pour... Voilà, hein, il y a des choses passionnantes à faire, on en parle beaucoup avec les étudiants. Il y a 2 micros, un côté bâbord, un côté tribord. Bien évidemment, je vais peut-être demander à 2 étudiants de passer le micro. Si vous voulez poser des questions à Monsieur le Ministre, ayez simplement la gentillesse de simplement poser des questions et d'avoir la gentillesse de vous présenter, en vous remerciant. Et alors, en attendant que les deux... En attendant les premières questions, j'en ai 2 qui nous viennent de la distance, de Gilles de Sibon. Monsieur le ministre, le réchauffement climatique, malgré tous les efforts en cours, va entraîner une montée du niveau des mers. Est-ce que c'est anticipé dans les aménagements des infrastructures portuaires et côtières? Et la deuxième question, c'est les revendications sur l'île Maurice, sur Tromelin et de Madagascar sur les îles éparses se soutiennent mutuellement. Quel est le positionnement du gouvernement face à ces revendications? Vous répondez à la vidéo. Je ne sais pas si la régie peut nous l'envoyer. Je crois que vous aviez devenu qu'une petite vidéo. Alors, je crois que ça va arriver. Ça y est. C'est bon signe. C'est bon signe. Le soleil se couche. À la mer, on peut prendre l'air, prendre des couleurs, prendre le large. On peut courir, nager, surfer, jouer, faire la planche, regarder l'horizon ou trouver son horizon professionnel. À la mer, on peut devenir pêcheur, convoyeur, architecte naval, technicien de maintenance éolien, biologiste marin ou conchiliculteur. On peut travailler sur un navire, dans une salle des machines, un atelier, sur la terre, en mer, les pieds dans l'eau, au port ou même très très loin au large. La mer embauche. Ouvrez-vous de nouveaux horizons sur métiers.mer.gouv.fr. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre présentation. Je m'appelle Grégoire Maringui, je suis étudiant en 3e et dernière année de licence Histoire-Géographie et en Histoire maritime. Et donc vous avez parlé des problèmes de biodiversité qui sont présents dans les aires marines protégées. Et je désire savoir si le traité de la juridiction nationale, dans un contexte où l'extraction du sable pèse très lourd dans l'économie maritime, elle représente un enjeu économique et environnemental majeur, a prévu une réglementation de l'exploitation du sable pour justement lutter contre la surexploitation du sable qui entraîne une désertion et une détérioration du littoral de certains pays méditerranéens, notamment le Maroc. Peut-être grouper 3 questions par 3 questions. Une seconde question, donc la question du sable. D'accord. Nous avons les 2 questions qui ont été posées, d'une part sur Tromelin et les îles éparses, avec Maurice et Madagascar, et puis sur l'anticipation de la montée des eaux sur les infrastructures. Oui, alors sur la première question, sur l'anticipation de la montée des eaux, vous m'entendez bien? Oui. C'est l'enjeu aussi de ce qu'on est en train de faire, de la planification. Vous savez,
Là, on a mis à consultation, d'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde, la stratégie nationale mer et littoral, qui est issue d'ailleurs des excellents travaux du Grenelle de la mer. Et donc, cette stratégie nationale mer et littoral, nous allons la valider au comité interministériel de la mer, pardon pour la comitologie, mais bon, ça fait partie du jeu, d'ici novembre. Et ensuite, nous aurons une phase de 1 an sur la planification en mer partout sur les littoraux, qui sera d'ailleurs chapeauté par la Commission nationale du débat public, parce que je ne l'ai pas trop évoqué tout à l'heure, parce que j'imagine que j'aurai des questions sur le sujet, pour tenir aussi l'objectif de souveraineté énergétique, mais qui est derrière ça, c'est un objectif de souveraineté économique. Et donc, pour tenir 3 choses, le renforcement d'un certain nombre de protections dans nos eaux, la mise en œuvre des 40 gigawatts d'éolien en mer sur nos façades maritimes et la conciliation des usages entre, on l'évoquait tout à l'heure, sur le descente d'extraction et prendre en compte pour nos territoires, bien évidemment, les impacts déjà du changement climatique. Et donc sur la question de la montée des eaux, c'est un sujet qui demande beaucoup de financement. Ça demande du coup d'avoir peut-être des questions de fiscalité qui sont un peu différentes de ce qu'on a maintenant, parce qu'en fait ce sont des milliards d'euros qu'il va falloir mettre sur la table. Il y a l'enjeu aussi dans un certain nombre de territoires, moins chez nous, mais dans des pays en développement, même si je n'aime pas ce terme, mais des pays du Sud, la question du déplacement de population, parce qu'il y a des endroits où en fait c'est tellement rapide, c'est tellement soudain et c'est tellement d'une ampleur conséquente qu'on ne voit pas comment pouvoir réagir. Donc la montée des eaux, et il y aura au sommet des Nations Unies pour les océans une partie pour dédier aux villes littorales, où justement on va, 1, partager les expériences, 2, voir comment on peut mettre des mécanismes internationaux de solidarité pour réagir face à la montée des eaux, et 3, trouver les meilleures solutions techniques qui évitent de bétonner, parce que c'est ça l'enjeu, il ne faut pas être dans une bétonisation de notre espace littoral pour faire face à ces conséquences. Donc on est encore un peu au début de quelles sont les bonnes solutions, mais en tout cas on y travaille notamment dans le cadre du sommet des Nations Unies pour les océans. En ce qui concerne Tromelin et les îles d'Éparses, on entend les revendications, mais la France est très claire, le président de la République a eu l'occasion de le dire quand il s'y est rendu, ça appartient, c'est de la souveraineté française, et quand je disais tout à l'heure la protection de la souveraineté française, ça veut dire aussi mettre un pied de temps en temps dans ces territoires. On a des enjeux de protection de la biodiversité dans ces territoires-là, et nous revendiquons pleinement le fait que c'est un territoire français, et nous allons continuer bien évidemment à le défendre. Et en ce qui concerne la question d'extraction du sable, alors quand ça relève des zones économiques exclusives, ça c'est pas traité par l'accord BBNJ, mais bien évidemment quand il s'agit d'exploitation, d'extraction de sable dans la haute mer, ça rentre sous le coup de l'évaluation systématique, automatique de l'impact de ces activités et du coup d'autoriser ou pas ce type d'activité. Vous avez parfaitement raison, parce que j'avais lu un article très intéressant, je ne sais plus dans quel journal, sur l'extraction de sable et l'accélération dont cette économie a connu. Et donc on a un enjeu, là aussi, c'est comme la pollution en mer, ça vient de la terre, on a un enjeu sur la demande. Parce que l'extraction, elle n'est que le produit d'une demande, et notamment dans la construction. Il faut qu'on arrive à des méthodes de construction un peu différentes et qui soient beaucoup moins gourmandes en sable. Tout petit point, monsieur, en complément, ministre, en complément de ce qui vient d'être dit, il y a un problème avec le sable, c'est concernant les études d'impact. Aucun préfet ne va délivrer les autorisations sans qu'il y ait une étude d'impact environnemental, mais il n'y a pas encore d'impact érosion. Et on sait par les travaux notamment qui ont été menés que dans certains cas, si la chorontologie, enfin là je parle devant l'ancien directeur du DRASM, si la chorontologie n'a pas été préalablement étudiée, il peut y avoir le clapage qui a été pris dans la mer peut reprendre des matériaux sur le littoral. C'est-à-dire ça pourrait éventuellement, en fonction de l'endroit où c'est opéré, amplifier l'érosion marine. Alors, est-ce qu'à moyen terme, on ne peut pas imaginer qu'en plus de l'impact environnemental, il puisse y avoir des études d'érosion? C'est cet élément. Question, notre batterie, notre bordée. Là, vous êtes débordé. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Tout d'abord, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette conférence, et je vous remercie à titre personnel parce que je pense que mes étudiants qui suivent mes cours de prise de parole en public auront été convaincus grâce à vous que tous les bons conseils que je leur donne, lorsqu'ils sont mis en application, permettent d'avoir une conférence particulièrement agréable à écouter et particulièrement passionnante. Sur le fond, alors j'ai en plus une deuxième petite remarque personnelle, j'abuse, mais j'ai le même souvenir que vous concernant la route du Rhum. Je l'ai découverte enfant. Je n'avais jamais fait le lien de mon amour pour la mer lors de cette... Moi, c'était la première en 1978. J'ai été un des derniers Français à avoir vu Manureva, qui a disparu malheureusement dans les mers. On n'a jamais retrouvé Alain Colas ni Manureva.
brevard, mais c'est un très très beau souvenir également. Peut-être, voilà, il faut que j'y réfléchisse, a-t-il tourné, a-t-il développé chez moi ce tropisme pour la mer? Je viens à ma question, pardonnez-moi monsieur le ministre. Vous avez évoqué dans votre conférence la notion de partage des bénéfices issus de l'exploitation des cuvartes marines dans le cadre de cet accord que vous avez évoqué. Je suis désolé, je n'ai pas compris le nom de cet accord parce que vous avez une intelligence vive et vous parlez vite. Et le nom de cet accord, si j'ai bien compris, est un anglicisme. Et... D'accord. Dans cet accord, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en œuvre pour justement que ce partage des bénéfices entrevus soit une réalité? Et merci encore, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Je m'appelle Héloïse Legendre et je suis étudiante ici même en 2e année de licence information et communication. Ma première question est la suivante. Quelles sont vos priorités concernant les accords de Nice en 2025? Et ma deuxième question concerne la pêche, car vous avez mentionné la pêche illégale qui constitue une partie du problème de la pêche. La mienne porte sur la surpêche. Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos mesures de régulation? Merci, monsieur, et très bonne soirée. Désolé pour ce contretemps. Bonsoir Monsieur le Ministre, donc, je m'appelle Guillaume Muret, je suis élève en première année en licence Histoire et Sciences Politiques. Ma question porterait notamment sur le nombre de patrouilleurs de haute mer. L'amiral Prazuc avait évoqué en 2020 un besoin de 8 patrouilleurs. Et au vu des enjeux qui semblent augmenter dans ce sujet, pensez-vous qu'il faille augmenter ce nombre de patrouilleurs ou alors accroître la présence de la Marine nationale pour la protection de la biodiversité marine et la lutte contre la pêche illégale? Merci, Monsieur le Ministre. Je suis bien, vous avez des questions précises. Nickel. Alors, sur la première question, sur en anglais, c'est biodiversité beyond national juridiction. Donc, la biodiversité au-delà des juridictions nationales. Et donc, et c'était un sujet, on n'est pas encore totalement en bout, mais en fait, sur le principe, nous nous sommes mis d'accord. Je vous passe tous les détails techniques des annexes et autres sur, au fond, à la fois un espèce de forfait, c'est-à-dire que quand on découvre quelque chose, il y a une somme qui est donnée, qui est transférée au pays en développement. Il faut trouver encore le véhicule financier. Est-ce que c'est un fonds? Est-ce que c'est quelque chose qui est logé auprès d'un organisme des Nations Unies? Et ensuite, il y a un pourcentage, parce que, bien évidemment, il y avait des pays, notamment développés pour ne pas les nommer, mais qui disaient, OK, bon, on veut bien des éléments de solidarité, mais en gros, on vous donne une somme chaque année qui est la même, puis débrouillez-vous avec ça. Bon, la position de la France, avec d'autres aussi d'ailleurs, c'est de dire, bah non, parce que si demain, vous découvrez une molécule qui peut vous guérir de tout type de cancer, bon, ça va potentiellement rapporter des milliards pour le bénéfice de l'humanité. Donc forcément, il vaut mieux que ce soit un pourcentage plutôt que simplement un forfait. Donc il y avait toutes ces discussions. Puis après, ça dépend si on prend en compte le temps de maturation de cette découverte et autres, etc. Puis c'est pas la même chose si on parle de cosmétiques ou si on parle de recherche pharmaceutique. Donc on s'est mis d'accord en effet sur un principe qui est dans ce traité, qui est un mécanisme de partage des bénéfices issus de cette exploitation. C'est-à-dire que si on découvre au cœur de la haute mer quelque chose qui peut entraîner des bénéfices du fait d'une commercialisation, il y aura un pourcentage qui sera dédié aux pays en développement. Partons du principe que ces pays-là ont moins de chances d'avoir une flotte océanographique, d'avoir des chercheurs, d'avoir des programmes de recherche et d'avoir des entreprises qui permettent ce développement-là. Et ça, c'est quelque chose d'assez inédit. Et au fond, on s'est un peu appuyé, ça c'est un peu... passer l'expression fourbe vis-à-vis de l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils avaient prévu au moment où, en fait, dans les années 90, ils se sont dit on va faire de l'exploitation minière des fonds marins, mais en fait, les ZEE sont principalement quand même dans les pays développés, les États-Unis, la France, l'Australie, et donc, pour qu'au fond, on arrive à un accord, il y avait aussi ce principe d'un partage de ces bénéfices issus de cette exploitation minière des fonds marins, avec là aussi des
méthodes mathématiques qui permettraient à chacun de pouvoir en bénéficier, en considérant que l'océan est un bien, alors je ne sais plus si c'est bien commun de l'humanité ou bien de l'humanité, parce que c'est toujours une subtilité, c'est un patrimoine, voilà. Ouais, AIFN, patrimoine de l'humanité, donc ça n'appartient à personne, et donc personne ne peut interdire l'exploitation minière de fonds marins. Moi je trouve que c'est un argument fallacieux, mais du coup les bénéfices doivent être partagés. Voilà. En ce qui concerne la question des accords de Nice et de la pêche, et ensuite la pêche illégale. Sur les accords de Nice, on a diplomatiquement 5 priorités. On voulait à la fois des priorités qui soient, bien évidemment, qui fassent l'objet de négociations, mais des choses qui parlent à nos concitoyens, parce que l'objectif de ces grands raouts-là, c'est quand même que dans ma circonscription, on se dise, ben voilà, on sait pourquoi la France et l'Union européenne se battent. Donc un, c'est la préservation de la biodiversité marine. Et donc on a un vrai sujet aussi à relancer, l'identification des espèces menacées et de renforcer la protection. Typiquement, la tortue lutte, moi j'ai découvert que c'est... Bon, je dois avouer que j'ai un petit conflit d'intérêt parce que la tortue marine étant mon animal préféré. Donc voilà, Julie, l'utile à l'agréable. Mais là, on a un enjeu de peut-être remettre sur le débat public l'enjeu de l'extinction d'un certain nombre d'espèces marines, pas forcément que emblématiques, on se rappelle bien évidemment d'autres espèces qui étaient en danger qu'on a réussi à sauver, mais identifier ces espèces-là, qui soient parfois de taille petite, mais qu'on arrive à protéger. Donc préservation de la biodiversité marine. Deuxième priorité, la protection des grands fonds marins. Et donc, on n'aboutira pas à ce que, bien évidemment, on arrive à ce que 100% des pays soient sur la position de la France d'une interdiction, mais l'ambition, c'est d'avoir un nombre de pays en faveur d'un moratoire, d'une pause de précaution ou d'une interdiction qui grandisse. Il y a un an, on était 4 pays. Désormais, on est 28 pays, donc tout espoir est permis, et l'objectif, c'est d'arriver à ce qu'on prenne le temps de la recherche, de la connaissance et de la science. Troisième objectif, c'est lutter contre la pollution plastique, c'est l'accord international sur la pollution plastique, et puis c'est aussi tous les enjeux de, au fond, identification des conteneurs, c'est être en capacité de mieux les tracer, mieux les suivre, pour qu'il y ait un principe très simple de celui qui pollue, il paye, même en haute mer, même dans le commerce international. Et ensuite, il y a quatrième priorité, la lutte contre la pêche illégale, qui était, comme je l'ai dit, c'était quelque chose qui était peu un sujet. Et maintenant, on a réussi, grâce pour le coup à la France, à le mettre à l'agenda du G7, du G20, donc le G7 au Japon a mis la lutte contre la pêche illégale. Le président de la République m'a demandé à ce qu'on fasse une réunion de tous les ministres du G7 l'année prochaine, enfin fin d'année l'année prochaine, mais le temps file et donc à mon avis, il ne faut pas lui dire, mais ça va un tout petit peu glisser, d'avoir un enjeu sur la lutte contre la pêche illégale et de coopération, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le dernier point, c'est la décarbonation du transport maritime avec une contribution financière du secteur maritime, donc des grands transporteurs, pour arriver à réduire les émissions du transport maritime, qui sont une grande partie du commerce, qui ont vu leurs émissions augmenter et pas réduire. Et donc l'ambition, c'est d'arriver à ce que le transport maritime émette moins, parce que c'est une part non négligeable des émissions de gaz à effet de serre. Et donc sur la pêche illégale, pour terminer sur votre question, en fait, en France et en Europe, on a déjà la pêche, enfin surtout en Europe, parce que la pêche, c'est une politique commune des pêches. Donc en fait, chaque année, on a ce qu'on appelle des totaux admissibles de capture et des quotas. C'est-à-dire que chaque année, après un avis scientifique délivré par le CIEM, je vous passe l'acronyme, donc ce sont des scientifiques qui disent le lieu jaune, le bar, la dorade, l'anguille, vous avez droit d'en capturer que tant, que tant, que tant. Et ensuite, il y a des contrôles. C'est-à-dire que nous, on a un plan de contrôle, la France, qu'on doit donner à l'Union européenne, de dire on va contrôler tant de pourcentage de la flotte française qui va en océan Indien, mais aussi au large de la Bretagne, au large de la Corse. Et donc, en fait, on a une pêche qui est très contrôlée, qui a permis d'ailleurs à ce qu'un certain nombre de stocks se reconstituent. On est encore loin, mais l'IFREMER, c'est pas moi qui le dis, l'IFREMER, notre institut qui s'occupe de ça, a dévoilé cette année dernière qu'on avait 12% de stocks en bon état il y a 15 ans. Maintenant, on est à plus de 60%, 57, pardon, j'exagère un peu, 57% qui sont en bon état. Mais il y a toute une partie des stocks qu'il faut continuer à reconstituer. Et donc, en fait, chaque année, on détermine ce qu'on a le droit de pêcher ou pas, quel endroit, on ferme parfois des zones, on en ouvre d'autres, etc. Donc, c'est très contrôlé. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, sur la question des TAC et quotas notamment, je crois que c'est de donner de la visibilité aux pêcheurs. Parce que la problématique, c'est la pêche, c'est le seul secteur où les ministres européens, c'est assez lunaire, hein. Moi, j'ai découvert ça la dernière fois, j'avais appelé tout le monde, mes anciens, enfin les prédécesseurs, que ce soit Bussereau et les autres, en disant mais c'est quoi cette folie diplomatique et même, j'ai envie de dire, économique. C'est-à-dire que les pêcheurs, ils ne savent pour 90% de la ressource, de ce qu'ils pêchent, que le 15 décembre, ce qu'ils auront droit de pêcher le 1er janvier.
Et en fait, on fait des négociations avec les pays en disant bon, ben, moi je te lâche un peu de cabillaud contre ça, on a droit d'autoriser ça, etc. Voilà. Sauf que du coup, pour un jeune pêcheur qui rentre, en fait, lui, son activité économique, elle dépend de ce qu'il va pouvoir pêcher. Donc quand on lui dit le 15 décembre, bon, mon ami, tu auras droit à 0 de lieu jaune, lui, il est obligé de licencier au moment des fêtes de Noël 3 ou 4 marins parce que c'est interdit. Donc ce qu'on doit faire, c'est donner de la visibilité. Et c'est d'éviter d'avoir des moments où on dit vous avez le droit de pêcher 20%, moins 40, plus 30, moins 10, ce qui rend impossible une viabilité économique des entreprises et une prévisibilité. Et donc de dire sur 3 ans, on va limiter, vous avez droit à ça, mais ce sera un gage de stabilité pour vous et vous pourrez faire des investissements, notamment dans des navires qui consomment moins. Donc c'est ça qu'on veut arriver à faire. Et c'est aussi, et je terminerai par là, j'étais un peu long, se concentrer aussi, certes, encore sur les stocks, mais surtout sur l'habitat. Je vous donne un exemple sur les coquilles Saint-Jacques chez moi que je connais très bien, qui sont délicieuses. La saison est ouverte, il faut aller en acheter. Elles sont de bonne qualité. Les bretonnes et les normandes. C'est qu'on s'intéressait beaucoup à la coquille en elle-même. Maintenant, il faut s'intéresser aux merles et en gros à l'habitat marin. Et souvent, la dégradation de l'habitat marin, elle n'est pas liée aux pêcheurs. Elle n'est pas que liée aux pêcheurs, elle est liée aux pollutions, à l'assainissement de mauvaise qualité. Pourquoi chaque année on a des huîtres et de l'ostréiculture qui est polluée? Parce que vous avez dans un étang, vous avez dans une zone, à Arcachon ou dans la baie de Quiberon, des eaux sales qui se déversent et la qualité des huîtres elle est de mauvaise qualité. Donc on a un enjeu sur toutes les autres causes anthropiques qui aboutissent à la dégradation de la biodiversité et des habitats. Et donc c'est pour ça que la planification, avec ces zones de protection forte, ça va vous permettre de jouer pas simplement sur la pêche, mais sur les autres aspects qui entament la bonne santé des écosystèmes. J'essaierai d'être plus rapide pour les autres. Merci. Une nouvelle batterie, une nouvelle bordée. Vous avez le micro. On va peut-être prendre des questions aussi de nos internautes. Est-ce qu'on m'entend? Bonjour, je m'appelle Yanis Adoumidouche. Je n'ai pas la chance d'être étudiant à l'ICP, mais je suis passionné par la mer. Ma question, en fait, c'est aujourd'hui, les enjeux, on va dire, décoloniaux sont traversants sur toutes les grandes questions, dont la mer, décoloniaux, ou en tout cas les rapports nord-sud sont traversants à toutes les questions, dont la mer. Comment la France aujourd'hui, avec son passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, concrètement, et son poids de deuxième zone maritime mondiale, son poids important en tant que nation de pêche, comme vous l'avez dit, mais aussi une nation consommatrice avec 80% d'importation, se place sur ces questions tout en ayant aussi des détracteurs qui vont re-questionner la notion de surplus, qui vont re-questionner la question des accords maritimes avec les pays du Sud. Comment la France essaye de jouer et comment en fait vous essayez-vous de placer vos politiques et vos enjeux politiques tout en ayant un regard sur les actions françaises du passé et les actions françaises du futur pour avoir un échange avec ces pays les plus sereins et les plus amiables possibles. Et une autre question. Bonsoir Monsieur le Ministre, je me présente, je m'appelle Gauthier Delavenne, je suis en histoire sciences politiques, en première année de licence à la Cato. Et donc ma question porte sur le fait du rachat des ports français de plus en plus présents en Europe et en France notamment par les entreprises d'État chinoises, notamment le port du Havre, de Marseille, de Nantes, qui sont rachetés tous, ça me semble, à une hauteur de 25%. Quelle est votre réaction vraiment vis-à-vis de votre gouvernement par rapport à ces politiques chinoises d'expansion en Europe? Je vous remercie. Bonsoir Monsieur le Ministre. Maxence de Pluvier, élève en 2e année d'histoire sciences politiques. Ma question a trait à une île essentielle pour la France, le Mont-Saint-Michel étant entouré d'une baie bretonne. Est-ce que son rattachement à la Bretagne fait partie des dossiers sur lesquels vous travaillez ? J'ai commencé par la dernière. Comme ça, j'ai coupé court à toutes les rumeurs et un peu vous décevoir en tant que breton. Et vraiment, vous l'avez abordé tout à l'heure, j'ai failli dire le Mont-Saint-Michel, je vous rassure. D'ailleurs, c'est un vrai sujet de discussion avec la Première ministre. Tant que la Première ministre est Première ministre et que moi, je ne suis que secrétaire d'État à la mer, le Mont-Saint-Michel restera normand. Voilà, je crois que c'est quelque chose... mais l'essentiel, c'est que le Mont-Saint-Michel est français. Et le rayonnement de, je crois, la culture
catholique aussi de notre pays. Et c'est juste un joyau patrimonial, culturel, mais aussi intellectuel, j'en suis convaincu. Donc il est français avant tout, et on se reparlera dans quelques années. Ok. Sur la question que vous m'avez posée sur la présence de la Chine, la deuxième question. Alors 25%, je vais vérifier, mais vous avez des informations que je n'ai pas. Alors, j'ai commencé à me questionner sur votre provenance, pour qui vous travaillez. Mais en tout cas... Il n'est bien évidemment, on a, grâce d'ailleurs au décret Montebourg qui a été voté sous le quinquennat de Hollande, la capacité, et nous l'utilisons à fond et à plein, de faire en sorte que nos ports, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, contrairement à ce qui se passait aux Pyrénées en Grèce, ne tombent pas. Et je le dis sans aucune animosité vis-à-vis du peuple chinois ou vis-à-vis de la Chine. Ils ont stratégie qui est la leur, c'est à nous de ne pas être naïfs. Et je crois que dans le discours de la Sorbonne, qui était celui du président de la République, du renforcement de la souveraineté, et dans ce que le Premier ministre, notamment à l'époque Édouard Philippe, a porté, c'est le fait de renforcer, bien évidemment, les capitaux fossés et d'éviter que ça tombe sous la coupe de pays qui, bien évidemment, n'ont pas forcément les mêmes attaques que nous. Bon, très clair. Il est hors de question, et ça n'arrivera pas, qu'il y ait même une majorité bloquante ou même une minorité agissante qui vient de tel ou tel pays, qui viendrait sur le port du Havre, sur le port de Marseille, sur le port de Dunkerque. On voit bien qu'il y a un vrai enjeu, parce que dans le nord de la France, on est en train de créer cette vallée des batteries, et donc on a besoin d'un lieu sûr d'approvisionnement des batteries, des métaux aussi, et au fond de capacité à engager la transition énergétique. Donc je vais être très simple, très clair. Non, il n'y aura pas de prise de pouvoir autre par tel ou tel pays. Par contre, ce qui est une réalité, c'est qu'il faut qu'on arrive à avoir des coopérations, parce qu'on a la chance d'avoir un pays quand même à taille humaine, et donc quand vous avez des ports, notamment dans le cadre de la transition énergétique, où il va y avoir des investissements conséquents qui seront faits par les énergéticiens, je pense à Siemens Gamesa, pour étendre les ports, il faut qu'entre les régions, les départements, l'État, on réfléchisse collectivement pour éviter l'éparpillement des financements et avoir une stratégie portuaire très claire. Et c'est la raison pour laquelle, pour la première fois, avec Clément Beaune, nous avons réuni en janvier de l'année dernière une grande réunion, je ne sais pas, mais en tout cas une réunion État-collectivité sur l'enjeu portuaire, et justement en se posant les questions, en se disant les choses, qui manque de financement, qui a besoin d'expertise, quels sont les sujets du foncier, quelle est la stratégie, est-ce que c'est port de commerce, port de plaisance, port de pêche, port d'énergie marine renouvelable. Notre ambition très forte sur l'éolien flottant, où est-ce qu'on la met ? Port-la-Nouvelle, Le Havre, Brest ou Bordeaux. Donc voilà, tout ça, on est en train de le réfléchir. Et on commence de zéro parce qu'en fait, c'était vraiment des politiques qui étaient très régionalisées, territorialisées. Et il faut qu'on ait une ambition commune, collective, nationale aussi sur l'enjeu-là. Donc il n'y aura pas de prise de pouvoir par tel ou tel pays. Et question que vous avez posée sur les rapports. Et vous avez raison sur un point, c'est que je ne dirais pas qu'ils sont forcément marqués par les rapports décoloniaux, mais ils sont marqués quand même par, c'est même plus simplement de la montée en puissance, mais c'est la revendication d'un certain nombre de pays, notamment des pays émergents, que l'ordre international tel qu'il est écrit, que ce soit un ordre international politique ou géopolitique au Conseil de sécurité des Nations Unies, ou un ordre international économique. Vous regardez les votes, comment c'est organisé, et le pouvoir au sein du FMI, de la Banque mondiale, ou même de la Banque africaine de développement ou la Banque asiatique, c'est perçu par certains comme une anomalie historique. Moi, je défends la place et le rôle de la France au FMI, à la Banque mondiale et au Conseil de sécurité des Nations Unies, et la France gardera son siège, mais je peux entendre les revendications d'un certain nombre de territoires qui se disent on représente quasiment 45% de l'économie, on représente une grande partie de la population, et donc on doit avoir une voix plus importante. Et donc il y a quand même des redéfinitions à avoir dans l'ordonnancement, dans l'agencement de ces institutions-là. Pas au détriment de la place de la France, mais vraisemblablement en faisant en sorte qu'ils soient, eux, plus entendus, mais qu'ils soient aussi, du coup, beaucoup plus responsables. Parce que si je vous donne un exemple, on ne peut pas parler de transition, de dire, par exemple, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde, ils veulent plus de poids, plus de votes au FMI, aux Nations Unies, etc. Mais dès qu'il s'agit de payer lors des COP pour dire il faut faire de la transition énergétique, ils disent ah non, non, on est des pays en développement, donc on ne paye pas. Je suis désolé, mais la Chine, l'Inde peuvent quand même contribuer à la transition énergétique, notamment l'enjeu de l'atténuation climatique, mais aussi l'enjeu de l'adaptation. Et quand on voit un pays comme la Chine, et qui, à juste titre, et on peut, à juste titre en tout cas, c'est leur stratégie, finance des projets d'infrastructure avec la Belt and Road initiative partout sur la planète, et que dès qu'il s'agit de contribuer pour des COP, disent non, 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 on ne peut pas, bon, il y a quelque chose de pas forcément cohérent, et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Nous, il faut qu'on reconnaisse que la situation de 45 n'est plus celle
d'aujourd'hui, dans la géopolitique et dans le rapport de force. Mais il faut que, du coup, dans le même temps, ces pays-là reconnaissent aussi la place qu'elles ont. Et donc, dans l'enjeu de ce que vous évoquez entre Nord et Sud, alors maintenant, on utilise le terme de Global South, que je trouve encore, je ne dirais pas pire que pays en développement, mais qui est encore plus essentialisant. Un Global South, je veux dire, entre le Botswana et la Chine, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de ressemblances énormément, si ce n'est la position géographique. Et encore, si on inverse la planisphère ou la Terre, il n'y a pas de nord et sud. Donc voilà, on peut dire que ce n'est pas forcément quelque chose de très réaliste ou qui correspond à la réalité. Non, là où nous, on porte le sujet en disant on reconnaît qu'il y a des responsabilités, une responsabilité commune, enfin non, c'est un historique commun et des responsabilités différenciées. On reconnaît que notamment sur les enjeux de partage des bénéfices, sur les enjeux de solidarité, sur les sujets d'accompagnement de la transition, il faut accompagner les pays les plus, pas simplement qui ont le PIB par capita le plus faible, mais les pays qui sont le plus vulnérables. Et donc là où on sera, à mon avis, en phase, non pas simplement avec les gouvernements, mais avec les populations de ces pays-là, c'est quand on intégrera pleinement, mais ça, beaucoup de pays du Sud n'y sont pas encore très favorables parce que ça change la clé de répartition, c'est de dire qu'il faut intégrer des éléments de vulnérabilité, notamment vis-à-vis du changement climatique. Et donc là, vous aurez des pays qui n'avaient pas droit à de l'aide du FMI, de la Banque mondiale, qui pourront l'avoir parce que typiquement les petits États insulaires qui sont par tête de capita très riches, mais en fait qui doivent faire des investissements, montée des eaux, érosion du trait de côte massif, qui là on peut accompagner. Et de l'autre côté, des pays qui, par capita, je ne vais pas reciter les pays que j'ai cités, qui sont plutôt très pauvres, mais qui ont la capacité financière de, eux, financer leur transition énergétique, l'adaptation au changement climatique. Là, si on met des éléments de vulnérabilité au changement climatique, eh bien, ça fait qu'on réoriente les financements vers des pays qu'on a peut-être plus besoin. Donc c'est ça, nous, l'approche que l'on a. Solidarité, prendre en compte l'agenda à la fois de l'amélioration de la vie quotidienne des gens et en même temps la prise en compte du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité. Merci Monsieur le Ministre. Même en intégrant le léger retard, nous sommes dans les temps. Nous avons respecté parfaitement notre créneau un léger retard, donc nous allons devoir arrêter. Aude Dréblier, le président de l'Institut français de la mer, va vous remercier. Je voudrais simplement préciser, nous nous retrouvons donc le mardi 24 octobre sur l'Australie à la mer par Gillian Bird, qui est l'ambassadrice d'Australie en France, et le 7 novembre, Florence Smith, qui est ici, inspectrice générale d'histoire-géographie sur la mer de l'éducation nationale. 30 secondes, s'il vous plaît. On a toujours l'habitude d'avoir une légère conclusion, très courte, je vous rassure, du président de l'Institut français de la mer. Et après, effectivement, on pourra aller dîner. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci de nous avoir rappelé finalement les trois grands axes de la politique que vous a proposé le Président de la République et dont vous êtes la voix de la Première ministre. Cette politique de protection, de maritimisation et de coopération, cette belle politique que vous menez. Merci d'être venu nous la présenter ce soir. Et toutes mes excuses à tous ceux qui avaient des questions encore dans la salle et à distance à nous poser. Ils étaient encore nombreux. Merci à eux.